On enchaîne avec la biochimie, on va procéder de la même façon, on va voir des QCM, on va essayer de les expliquer, de les corriger, puis de les commenter. Très bien, très bien. Premier QCM, à propos des enzymes. Les enzymes sont codées par le génome. L'usage de... Très bien. Les enzymes sont codées par le génome. L'usage veut qu'une enzyme ne se lie qu'à un seul substrat. Les enzymes ne peuvent pas rendre possible une réaction endergonique. Vous n'avez pas encore fait la bioénergétique. Ce n'est pas grave. Elles ont une spécificité absolue pour un type de réaction donnée. Aucune de ces réponses n'est correcte. Un 3, s'il vous plaît. Les enzymes sont codées par le génome, puisque la majorité, on vous dit que la majorité des protéines et des enzymes sont des protéines. Puisque la majorité des enzymes sont des protéines, donc elles seront codées par l'ADN. Elles sont codées par le génome. Le génome sera transcrit pour donner de l'ARN. L'ARN va subir une maturation. Cette maturation va nous permettre d'avoir de l'ARN-M, de l'ARN messager mature, qui va diffuser vers le cytoplasme pour être traduit en protéines qui vont subir des modifications post-traductionnelles pour avoir des protéines matures. Ces protéines auront au moins une structure tertiaire, pour avoir une structuration tridimensionnelle dans l'espace, pour pouvoir faire apparaître ce qu'on appelle un site actif qui va réaliser la fonction enzymatique. Donc oui, puisque ce sont des protéines, les enzymes sont codées par des gènes. Et la mutation de certains gènes va modifier le comportement de certains enzymes, et la modification du fonctionnement de la structuration puis de la fonction de certains enzymes conduit à certaines maladies. Comme vous avez vu, les glycogénoses, comme l'albinisme, comme plusieurs maladies qui sont dues ou bien qui sont le résultat de mutations concernant les enzymes. Très bien. L'usage veut qu'une enzyme ne se lie qu'à un seul substrat. Non. Certaines enzymes peuvent lier plusieurs substrats en même temps et peuvent réaliser plusieurs réactions. Très bien. Les enzymes ne peuvent pas rendre possible une réaction endergonique. Une réaction endergonique est une réaction qui nécessite de l'énergie. Pas l'énergie d'activation, il nécessite de l'énergie pour être réalisée. Attention, on vous a dit que la fonction enzymatique, que le rôle d'une enzyme était un rôle de catalyseur. Et le catalyseur accélère la réaction sans faire partie des substrats, sans faire partie des produits. Et il faut savoir que l'enzyme ne rend pas possible une réaction enzymatique qui n'est pas possible thermodynamiquement. C'est écrit dans votre cours. L'enzyme ne rend pas une réaction impossible sur le point thermodynamique possible. Il ne peut pas transformer une réaction impossible du point thermodynamique en une réaction possible. Il y a d'accord. Il faut savoir que l'effet de l'enzyme, c'est en fait accélérer une réaction qui peut être réalisée spontanément. Voilà, ça paraît bizarre parce que spontanément, la réaction, elle peut prendre des jours, des mois, voire des années pour pénétrer les molécules. L'enzyme, elle transforme cette réaction qui se déroule naturellement et spontanément en plusieurs années en une réaction qui se déroule en quelques secondes, en quelques minutes. C'est ça le rôle d'une enzyme. Le rôle d'une enzyme, c'est le rôle d'un catalyseur. Mais si une réaction est d'origine, elle est d'office impossible. L'enzyme ne va pas la rendre possible. Elle ne va pas transformer une réaction impossible thermodynamiquement en une réaction possible. D'accord? Très bien, très bien. On continue. Oui, oui. Une réaction endergonique, c'est une réaction qui consomme de l'énergie. Donc c'est une réaction qui a besoin d'énergie. Si je ne donne pas l'énergie nécessaire à cette réaction, ou ne me donne une enzyme, l'enzyme elle n'est pas capable de rendre cette réaction possible. L'enzyme l'énergie. D'accord? L'enzyme. Très bien. Elles ont une spécificité absolue pour un type de réaction? Non. Certaines enzymes peuvent réaliser plusieurs réactions.
certains enzymes peuvent réaliser plusieurs réactions, donc ils n'ont pas une spécificité. Toutes les enzymes n'ont pas une spécificité absolue pour une seule réaction. On avance. Choisir les propositions exactes concernant le glycogène. C'est une forme de réserve énergétique chez les animaux. Très bien. Chez les animaux, chez les végétaux, qu'est-ce qu'on retrouve principalement? L'amidon. Très bien. C'est un hétéropolysaccharide très ramifié. Uni par des liaisons intrachaînes N4 et interchaînes N6. Présent dans toutes les cellules de l'organisme. Très bien. Donc, c'est une forme de réserve énergétique retrouvée principalement chez les animaux, oui. Pour l'hétéropolysaccharide, oui, c'est un polysaccharide très ramifié, mais pour hétéro, là, on n'est pas d'accord puisqu'il n'est synthétisé qu'à partir de molécules de glucose. Si on simplifie le glycogène, on ne peut pas avoir des molécules de fructose ou bien de galactose ou bien d'autres oses simples. Donc, on va dire que c'est un homopolysaccharide. Uni par des liaisons alpha 1,4 et interchaîne 1,6, oui, il faut savoir que dans une même chaîne, on avait dit lors de la dernière séance, que dans une même chaîne, le glycogène était constitué par plusieurs molécules de glucose liées par des liaisons alpha 1,4, dont la dernière était terminée par c'est la fonction non réductrice. D'accord. Et la ramification se fait par des liaisons alpha 1,4. La ramification se fait par des liaisons alpha 1,6 puisque j'ai une chaîne. Si je prends une chaîne, voici la chaîne principale de mon glycogène. Si je prends une chaîne, هذا il le carbone numéro 4, هذا il le 1, هذا il le 4, هذا il le 1. Donc les liaisons 1 et 4 sont occupées dans la chaîne principale. Les liaisons 1 et 4 sont occupées dans la chaîne principale. S'il veut créer une ramification, il doit donner un autre atome de carbone qui est le carbone numéro 6. C'est le carbone numéro 6. Donc la première molécule de la ramification, la première molécule de glucose de la ramification, elle va donner quel carbone? Non, elle va donner le carbone numéro 1. Attention. Le carbone numéro 6 est donné par la chaîne principale. Elle a donné le 1 ou elle a donné le 4. Elle a 6. Elle donne le 6. D'accord? Mais la première molécule de glucose dans la chaîne qui est en train d'être ramifiée, elle donne le 1. Puisque c'est une liaison alpha N6. Le 6 est mis, attention. Le 6 vient de la chaîne principale. Le 6 vient de la chaîne principale ou le 1 vient de la ramification. Le 1 vient de la ramification. Mais de la ramification, puisqu'elle a donné le 1, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner le 4. Elle va donner le 4 à une autre molécule de glucose qui va donner le 1, puis il y aura une autre protéine, une autre chaîne alpha 1. Donc, quand on prend une ramification, la ramification elle-même doit être considérée comme une chaîne glucidique. La ramification elle-même doit être considérée comme une chaîne glucidique. C'est une chaîne glucidique liée par des liaisons alpha 1,4. Sauf au niveau de la première molécule de glucose qui est liée à la chaîne principale, elle donne le 1 et la chaîne principale va lui donner le 6. Donc c'est une grosse molécule, c'est constituée ou bien synthétisée à partir d'un grand nombre de molécules de glucose. Dans une même chaîne, j'ai des liaisons alpha 1,4 et pour chaque ramification, j'ai des liaisons alpha 1,6. J'ai des liaisons alpha 1,6. Excellent. On continue. C'est facile la biochimie. Présent dans toutes les cellules de l'organisme, c'est clair que c'est faux. Avec le transport du glucose dans le sang où les résultats de la glycogénolyse n'auront aucune importance. D'accord? Quels sont les deux principaux tissus qui synthétisent le glycogène au niveau de l'organisme humain? C'est principalement le foie et le muscle. Très bien. Le foie synthétise du glycogène comme réserve énergétique pour tout l'organisme, tandis que le muscle ne synthétise le glycogène que pour lui-même. On va voir tout de suite pourquoi. Est-ce que vous êtes d'accord jusque-là? Sauf pour Hadaya hétéropoly.
À propos de la glycolyse, elle est activée par un rapport ADP sur ATP fort. On va voir. Vous allez m'expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Hein? Non. Vous choisissez un rapport ADP sur ATP fort. Maintenant, la quantité d'ADP est supérieure à la quantité d'ATP. Maintenant, la quantité d'ATP est faible. Maintenant, j'ai besoin d'énergie. Maintenant, j'ai besoin de glycolyse. Maintenant, je dois activer la glycolyse. D'accord. Très bien. Son bilan net en ATP est de 34 ATP. Nécessite du NAD. Non. Vous n'êtes pas d'accord, non? Concentrez-vous. Hein. Toutes les réponses sont fausses. Hayam, qu'est-ce qu'on coche? Fallait cocher la réponse fausse. S'il vous plaît, la glycolyse, c'est s'il vous plaît. Ah, ça c'est très bien, bravo. S'il vous plaît, comment il faut se comporter par rapport à ces... par rapport à ce genre de QCM, très cher, que de le poser. Attention, quand on vous demande, cochez la réponse fausse. Ne trouvez toutes les réponses, ou A et B, A et C. D'accord? Vous regardez parmi les propositions. Dire que toutes les réponses sont fausses est faux. Donc la 4 est normalement fausse. Il nous a demandé de cocher la réponse fausse. Là. Donc on va 34 ATP. Donc on va toutes les réponses sont fausses. Quelqu'un de cocher la 4 yeah. Vous les a de juste. Pourquoi? Alors qu'elle est fausse. Donc vous préférez toujours les propositions. Même si parfois c'est contradictoire. Est-ce qu'on est d'accord? Il faut se concentrer. Les QCM sont parfois un peu... La réponse 4 est normalement fausse. Toutes les réponses ne sont pas fausses. Il y en a une qui est juste. Il y en a deux qui sont justes. D'accord? Donc toutes les réponses sont fausses. C'est une proposition fausse. Il fallait normalement la cocher. Mais on ne va pas y prêter attention. On va voir. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Oui. Oui, plus, oui. Allez, s'il vous plaît. Elle est activée par un rapport ADP sur ATP fort. C'est juste, s'il vous plaît. Attention. Je l'ai dit et je l'ai redit. Quand on vous dit dans une cellule qu'il y a un taux élevé en ADP, ou là qu'il y a un taux élevé en ALP, ou là qu'il y a un taux élevé, ou là qu'il y a un rapport élevé de ADP sur ATP, ou là qu'il y a un rapport élevé de ALP sur ATP. Avec des quatre fonctions, ADP élevé, ALP élevé, ADP sur ATP élevé, ALP sur ATP élevé, ça veut dire que je suis en déficit énergétique. Le résultat final, et quand il n'y a pas beaucoup d'ATP, c'est-à-dire que j'ai besoin d'énergie. Et puisque j'ai besoin d'énergie, je dois avoir une chaîne respiratoire mitochondriale qui synthétise de l'ATP qui est efficace. Et pour avoir une chaîne respiratoire mitochondriale efficace, il me faut des donneurs d'hydrogène. Les donneurs d'hydrogène sont donnés par le cycle de Krebs, c'est par la glycolyse. Le cycle de Krebs n'est activé que s'il y a l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA ne peut pas naître sans la décarboxylation oxydative du pyruvate. Et le pyruvate ne peut pas avoir lieu, mais exister sans la glycolyse. Et c'est pour cela que pour arriver à de l'ATP, je dois passer par la glycolyse, par exemple la diminution du taux énergétique. Un taux ADP sur ATP élevé va stimuler la glycolyse pour avoir du pyruvate, pour avoir de l'acétyl-CoA, pour avoir le cycle de Krebs, pour avoir des NADH+, du FAT-H2, pour avoir une chaîne respiratoire mitochondriale active et pour avoir de l'ATP Donc un rapport fort d'ADP en ATP va stimuler la glycolyse. Très bien. Son bilan net en ATP est de 34 ATP, c'est clair que c'est faux. Voilà. C'est clair que c'est faux. Elle donne directement 2 ATP. 2 ATP plus rétention des eaux du taux d'AH, donc elle donne 2 ATP plus adapté d'AH plus le fameux crédit. Est-ce qu'on est d'accord? La glycolyse, c'est
va les avec eux? 19. Yushi. 19. D'accord. Hi. Nécessite du NAD. Oui, elle nécessite du NAD. Le NAD, s'il vous plaît, au cours de la glycolyse, j'ai eu une transformation du NAD en NADH+. J'ai une transformation du NAD en NADH+. Et ces réactions, pour que tu aies une transformation du NAD en NADH+, sixième réaction. Les dimers, le clivage. Les dimers, la transformation du fructose, 1,6-biphosphate, en glycéraldéhyde phosphate. D'accord? Ah non, il a raison, c'est la septième. Sixième. Oui, c'est la sixième. Oui, c'est la sixième. S'il vous plaît, donc il y a une synthèse du NADH. Le NADH est synthétisé à partir de quoi? À partir du NAD. Mais ici aussi, il faut faire attention. Quand on vous dit que la glycolyse produit du NADH, d'accord? Elle va prendre du NAD ou elle va le réduire. Elle va réduire le NAD en NADH. S'il vous plaît, vous vous concentrez avec moi. Lors de la dernière séance, quand on avait parlé du cycle de Cori, lorsqu'on avait parlé de la fermentation lactique, vous vous souvenez de la fermentation lactique? On avait dit que lors de la fermentation lactique, il y avait action de la lacticodéshydrogénase, de la LDH. Et je vous avais dit que l'action de la LDH était la transformation du pyruvate en acide lactique. Et que cette transformation du pyruvate en acide lactique était accompagnée par la consommation du NADH. Ça, on est là. Très bien. Le NADH allait être oxydé. Il y avait une transformation du NADH en NAD. La fermentation lactique permettait la transformation de la formation du lactate. Le lactate peut aller vers le foie pour réaliser la néoglycogenèse. Et il y avait aussi, une régénération du NAD. Une régénération du NAD qui allait permettre à la glycolyse de continuer. La glycolyse permet à le NAD de des hydrogènes et des électrons, mais il lui faut un receveur d'hydrogène pour continuer ces différentes étapes. Donc, puisque la fermentation lactique dans un milieu anaérobie, la fermentation lactique survient quand le cycle de Krebs est saturé. La fermentation lactique survient quand le milieu aérobie ne suffit plus. La fermentation lactique survient dans une cellule qui n'a pas, par exemple, de mitochondrie. Une fermentation lactique survient lorsque je ne peux plus utiliser le pyruvate pour donner l'acétyl-CoA. Donc, le pyruvate, lequel est accumulé là, s'il s'accumule dans la cellule faudrait des glycolyse, il y aura une accumulation du pyruvate. Le pyruvate, il est inefficace énergétiquement. Il faut le transformer. Et son accumulation va inhiber la glycolyse. Pourquoi? Parce que la glycolyse va consommer tous les NAD. Et quand la glycolyse consomme tous les NAD, elle ne peut pas se continuer. Donc il faut donner, il y a un NADH dans la cellule, ou la cellule a un NADH, ça n'a pas de mitochondrie, ou la mitochondrie saturée, ou chez le NADH, elle ne pourra pas les utiliser. Donc, elle va les retransformer en NAD, elle va les retransformer en NAD, باش تبعث الناد ولا glycolyse, باش la glycolyse تعاود تصرى, وكي تعاود تصرى la glycolyse, تقدر تعاود تجيب هذوك les deux petits ATP. D'accord? Donc, le but c'est la régénération du NAD. La fermentation lactique et la transformation du pyruvate en lactate, le lactate le foie chez les fermentations, chez les néoglycogénèses, où le NADH est retransformé en NAD, le NAD déclare la glycolyse, la glycolyse ou la glycolyse des deux nouvelles molécules d'ATP. Donc la glycolyse nécessite du NAD. La glycolyse nécessite du NAD. La glycolyse nécessite du NAD. جيد. سهل. Cochez la réponse fausse. La واحدة. هيا. La navette glycérol, une spécialiste système navette. Il faut répondre. S'il vous plaît, le système navette, on va essayer de nous rappeler le système navette. Je fais tout ou là Si, vous. Non, on va essayer de nous rappeler du système navette. اليوم تخرجوا بالسيستم نافيت في راسكم. إن شاء الله. هيا، c'est important. هذه وقت تاع التاست من على 7 سنين ان شاء الله تحلق. S'il vous plaît, la navette glycérol 3-phosphate permet le passage du NADH à travers la membrane mitochondriale.
On continue. La navette glycérol 3-phosphate permet de transporter ce dernier et de le transformer en phate H2O. La navette glycérol 3-phosphate est plus rentable du point de vue énergétique que la navette malate aspartate. Ça, s'il vous plaît, réfléchissez un peu. Impossible 2 de coups juste ou 3 de coups juste. S'il vous plaît, se concentre. Et bien, phate H, on a un truc plus énergétique. À cause de sa rapidité de transport du NAT H, elle est retrouvée avec E et E au niveau cérébral. Au cérébral, bla E. On a le E de le système navette. Et le cérébral, le retrouve. Au niveau cérébral, elle est retrouvée au niveau cérébral. Est-ce que c'est juste? هذه QCM, il faut savoir y répondre. هذا العام يطيح لكم ان شاء الله في الاكزام تاع اس 1 طيح. كان جيت انا بروف تاعكم تاع بيوشيمي ندير لكم هذا. هايا s'il vous plaît on se concentre. La réponse fausse est la réponse numéro 3. La seule réponse fausse était la réponse numéro 3. C'était clair, deux propositions contradictoires, il faut essayer de répondre intelligemment. Quand vous trouvez deux propositions contradictoires, très bien. La navette glycérol 3-phosphate permet le passage du NADH à travers la membrane mitochondriale. Oui, c'est un système navette. Il y a deux systèmes navettes, le système malate aspartate et le système glycérol 3-phosphate. Le système malate aspartate permet de transformer ou de transporter le NADH et de le sauvegarder en NADH, d'accord? Alors que le système glycérol 3-phosphate donné contre un NADH, un FATH. Donné contre un NADH, un FATH. Très bien. La navette glycérol 3-phosphate permet de transporter ce dernier et de le transformer en FATH. C'est juste. يقولنا بلي وحده تحكم NADH وتعاود ترجعوا NADH. وحده تحكم le NADH وتمد في بلاصتو FATH. Très bien. La navette glycérol 3-phosphate est plus rentable du point de vue énergétique. C'est faux. Puisque tu dis elle consomme un NADH ou elle donne un FATH. L'équivalent énergétique du NADH, c'est combien? 3 ATP. L'équivalent énergétique de le FATH, c'est 2 ATP. Donc j'ai consommé 3 ATP ou j'ai donné 2 ATP. Alors que dans la malate aspartate, j'ai consommé 3 ATP ou j'ai donné 3 ATP. Le système glycérol 3-phosphate, je perds un ATP. Le système malate aspartate, je ne perds pas d'ATP. Donc, on oublie le système navette malate aspartate sauvegarde l'énergie et est plus rentable que le système glycérol 3-phosphate. On va revoir les deux systèmes à la Saadna, donc tout de suite. J'ai des schémas. Oui. C'est pour cela que la 2 est juste. D'accord? Très bien. Alors, à cause de sa rapidité de transport du NADH, elle est retrouvée au niveau cérébral, c'est juste. S'il vous plaît. La dernière fois, quand on avait fait le cours, comme le bilan ATP, il est entre 36 et 38, parce que la molécule, elle peut suivre cette voie. Et dans toutes les cellules, oui, on peut retrouver les deux, mais qu'il y a une proportion différente. Il faut savoir que dans la majorité des cellules, s'il vous plaît, dans la majorité des cellules, j'ai une malate aspartate prédominante. Mais elle est prédominante. Dans la majorité des cellules, on a une cellule malate aspartate. D'accord? Ou dans certaines cellules, donc on a la glycérol 3-phosphate. On a deux groupes cellulaires. Le premier groupe, c'est le cerveau et le muscle. Cerveau et muscle. Comme des lignes on la regarde comme ça. Le deuxième groupe, c'est le foie et le rein. On va voir. S'il vous plaît, voici, oui. Cérébral, maintenant au niveau du cerveau, maintenant les cellules nerveuses, d'accord? Très bien. S'il vous plaît, voici le système malate, le système navette, glycérol 3-phosphate. Regardez ce qui va se passer. S'il vous plaît, on se concentre. On a pour la 3e fois. Celui qui a assisté les 3 séances de biochimie, la 3e, on déroule 3 مرات. Qui a assisté les 2 dernières séances? قلت لك انت spécialiste système navette. S'il vous plaît,
regardez ce qui va se passer. Voici la membrane mitochondriale interne. Sur la paroi de la membrane mitochondriale interne, il y a l'enzyme TAI, l'enzyme qui va réaliser la fonction. Ça c'est quoi? Ça c'est l'espace intermembranaire ou bien cytosolique. Comme le schéma, quand on arrive à expliquer, quand on arrive à comprendre un schéma, c'est la première clé vers la compréhension des cours. Regardez, nous je donne comme site C-Y-T, d'accord, slash I-M-R. D'accord? Ça veut dire quoi le schéma, le code? Ça veut dire cytosol ou bien espace intermembranaire. D'accord? Cytosol ou bien intermembranaire. هنا يقول لكم باللي le cytosol ou l'espace intermembranaire كيف. علاش كيف parce que la membrane mitochondriale externe elle est perméable. Donc كي نكون داخل l'espace intermembranaire ou نكون في le cytosol c'est كيف. D'accord? La molécule, elle est dans le cytosol. أنا واش درت la glycolyse يا جماعة. درت la glycolyse وكي درت la glycolyse هي اللي درت لي النات H. هذا le نات H اللي حاب ندخله داخل la mitochondrie. Je veux faire entrer le nat H à l'intérieur de la mitochondrie. Le nat H هذا il va traverser très facilement la membrane mitochondriale externe. ويلقى روحه في l'espace intermembranaire. Donc ce n'est pas important نكون هنايا في le cytosol ولا في l'espace intermembranaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais le passage à travers la membrane mitochondriale interne, il est difficile, il est très sélectif. Donc le transporteur, il est situé au niveau de la membrane mitochondriale interne. Et ça, c'est aussi une question de QCM. Le transporteur, c'est une enzyme qui est située au niveau de la membrane mitochondriale interne. Très bien. Donc il dit le NADH TAI. Voici le NADH. Il va subir l'action de cette enzyme, d'accord, pour devenir NAD. قلت لكم la dernière fois, quand on parle d'un système navette, ماشي مكوك يدخل تاع بولما تاع دراغون بول زد وندخل داخل le transporteur, داخل le navette où je suis complètement transporté. Non, ce qui va être réellement transporté, c'est le pouvoir réducteur. C'est les protons et les électrons. معناتها يجي le نات H يمد les protons et les électrons تاعو. هذه واش معناتها transporter. Je ne veux pas le transporter lui-même, je vais transporter son énergie. Est-ce que فهمتوا? Donc واش يدير هذا le système navette, il va prendre le NAD H, le NAD H va donner son pouvoir réducteur à cette enzyme. Est-ce que vous êtes d'accord? L'enzyme, grâce à cette énergie, va se transformer le FAD en FAD H2. Elle va transformer le FAD en FAD H2, puis le FAD H2 va donner ses électrons. Donc je n'ai pas transporté le NAD H proprement dit. Mais je ne le NAD H كامل داخل la mitochondrie. D'accord? Je vais le prendre totalement. Je vais prendre juste son énergie et la transporter à l'intérieur de la mitochondrie. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Et donc, je vais transporter son pouvoir réducteur, je vais transporter son énergie. Naam, allez-y. À la fin, oui, bah, عندك نات H. Oui. Il va transporter le NADH, il va transformer en FAD H. Si le transformer, il faut qu'il fasse ça d'un point de vue biochimique. Ça هو فعليا مش هو كده. احنا ما نعرفش الناتج بعد يصير. Le FAD H coupe l'appareil. Donc il va transformer un NADH en FAD H. هذه الترانسفورماسيون اللي نقول لكم اللي c'est pas une transformation réelle. C'est juste la transformation du pouvoir réducteur. Ça reste juste attention. لا ما قلناش le glycérol lui-même. Non, قلنا ce système va transporter. قلنا ce dernier. Je rentre خاطروا شحال نتخاطر. ساندويتش شاورما. Grave, vous êtes sûr de vous-même. 15 000 balles. Plus ماشي بنين. كوليسترول طالع وبليس كي غلطه هاي راح
Vous êtes d'accord ou pas? Oui, je garde comme vous. Aïe. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Vous pensez que vous avez raison? Voilà la proposition. La deuxième proposition. Un ABS glycérol 3-phosphate permet de transporter ce dernier, les pédiculaires qui la proposition numéro 1. La proposition numéro 1. Un ABS glycérol 3-phosphate permet le passage du NADH à travers la membrane intestinale. Mais ce dernier, c'est quoi? C'est le NADH. Elle va transformer le NADH. D'accord. Très bien, allez, on se concentre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que vous avez compris le système navette glycérol 3-phosphate? Comment cela se passe? J'ai une enzyme. L'enzyme est située au niveau de la membrane mitochondriale interne. L'enzyme, elle va prendre le pouvoir réducteur du NADH ou un FADH. Le FADH va entrer. Donc elle va perdre un peu d'énergie. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Ça, c'est le système malate aspartate. Ça, c'est le deuxième système navette. C'est le système malate aspartate qu'on a longuement, on a tellement expliqué. S'il vous plaît. Malate aspartate parce que justement, il y a apparition de malate et d'aspartate au cours du transport. Tout commence ici. Tout commence ici. J'ai un NADH qui est au niveau du cytosol. D'accord? Le NADH, qu'est-ce qu'il va subir? Le NADH va entrer dans l'oxaloacétate. Oxaloacétate va subir une réduction. Il réduit l'énergie de NADH pour devenir malade. Le malade entre dans la mitochondrie. Il va redonner du NADH. Redonner du NADH. Quand on dit NADH. Très bien. Il va redonner du NADH. Quand il redonne le NADH, il redevient oxaloacétate. L'oxaloacétate devient aspartate. L'aspartate ressort. Et on appelle cela le système malate-aspartate. Le malate et l'aspartate vont faire en sorte qu'il y ait une rotation. Comme a dit Laplace, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, qu'est-ce que j'avais? J'avais de l'oxaloacétate. L'oxaloacétate a récupéré le pouvoir réducteur à partir du NADH. Il s'est transformé en malate. Le malate est entré. Le malate a relibéré le pouvoir réducteur. Il l'a poussé, il l'a pompé du NAD. Le NAD a eu le NADH. Et le malate est redevenu oxaloacétate. L'oxaloacétate se transforme en aspartate. Et l'aspartate peut passer à travers la membrane mitochondriale interne, il va sortir vers le cytosol. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Donc, dans le système glycérol 3-phosphate, j'avais consommé un NADH et j'ai produit du FADH2. Dans le système malate aspartate, j'ai consommé du NADH et j'ai donné du FADH. J'ai donné du NADH, donc j'ai conservé l'énergie. Voilà, le système malate aspartate est situé. Il est plus répandu et il est situé entre autres dans le foie et le rein. Il est moins rapide. S'il vous plaît. On vient de voir les différentes réactions. Regardez le système. Comment il s'appelle d'ailleurs? Le système glycérol 3-phosphate. C'était une seule réaction. C'est rapide. Une seule réaction. Alors que ici, je suis passé de l'oxaloacétate vers le malate est entré, le malate a redonné l'oxaloacétate a redonné l'aspartate, l'aspartate il ressort pour se retransformer en oxaloacétate. Donc ça demande plus de temps. On dira que le malate aspartate est moins rapide, alors que le système glycérol 3-phosphate est plus rapide. Et c'est cette rapidité qui est utilisée au niveau du muscle et du cerveau. Puisque c'est un système rapide, je vais l'utiliser au niveau des cellules qui ont besoin d'énergie. Quelles sont les cellules qui ont beaucoup besoin d'énergie? Ce sont les cellules musculaires et les cellules nerveuses. Il faut savoir que les cellules nerveuses consomment beaucoup de glucose. C'est pour cela qu'il faut bien manger avant le moudakar. D'accord? Avant d'étudier, il faut manger. D'accord. Concernant le cycle des Krebs, allez, ça va. En biochimie, ça va. Même l'organisation des QCM, elle a été assez efficace. On est en train de survoler vos cours. Allez, s'il vous plaît.
Cycle de Krebs. Son bilan énergétique est de 13 ATP. Une voie de catabolisme oxydatif anaérobie est constituée de 3 réactions irréversibles de réaction, également appelé cycle citrique ou le cycle de l'acide citrique. Très bien. Son bilan énergétique n'est pas de 13 ATP, le bilan énergétique total est de 12 ATP. Et de 12 ATP. Et de 12 ATP. Très bien, très bien. On va voir pourquoi. Une voie de catabolisme aérobie, s'il vous plaît. Le cycle de Krebs, il est situé où? Il est situé au niveau de la mitochondrie. Et la mitochondrie a besoin d'oxygène. D'accord? Donc le cycle de Krebs n'est réalisé que dans des milieux aérobies. Très bien. Constitué de 3 réactions irréversibles. Oui. Ce sont la première réaction. Et les 2 premières qui donnent du NADH. S'il vous plaît, les réactions irréversibles du cycle de Krebs, les réactions soumises à régulation, l'oula, c'est la première réaction, c'est la synthèse du citrate. Donc vous avez acétate plus acétyl-CoA, mais des citrates. Wahda. Ou zouj, huma, oui, 3e ou 4e. Ce sont les 2 premières limites de NADH. شحال كاين من رياكسيون تمد لي ناطاش كاين 3 داكور كاين هاد الزوج وكاين الاخرى هذيك très bien هذيك elle est réversible la dernière elle est réversible alors que ces deux là sont irréversibles. Il est aussi appelé cycle citrate. Voici le cycle de Krebs, s'il vous plaît. Voici la réaction irréversible, la synthèse du citrate. Numéro 2, c'est un peu faux. Normalement, la transformation du pyruvate en acétyl-CoA, mais j'ai dans le cycle de Krebs. Les réactions irréversibles, c'est celle-là. Transformation de l'oxaloacétate en citrate. D'accord? Puis celle-là, celle qui synthétise le NADH l'oula. Puis celle-là, celle qui synthétise le NADH deuxième. Donc c'est la première, la troisième et la quatrième. Première, troisième et quatrième. Très bien, on avance. Naam. Quand on calcule le bilan total, allez on calcule le bilan, s'il vous plaît. Quand on calcule le bilan total, c'est quoi en fait? Haya, on va suivre les étapes une à une. La première réaction. J'ai produit du NADH. عندي واحد NADH. On transforme directement en ATP. شحال عندي من ATP؟ وهنايا شحال؟ وهنايا 9 خفاض اشي متزوج 9 وهنايا 12 9 plus 3 ça fait 12 على بالنا نقولوا بلي une molécule d'acétyl-CoA est équivalente à 12 ATP parce que une molécule d'acétyl-CoA تدخل في 2 cycles de Krebs. هيا شكون الشاطر اللي يقدر من هاد لي 12 ATP يلحقني لي 36 ATP تاع لا غليكو تاع une molécule de glucose. هيا c'est ensemble. Pour une molécule de glucose, il y a combien de cycles de Krebs? 2. Donc j'ai 12 ATP fois 2. Donc j'ai 24 ATP. شحال خصوني 12. 6 و 6. هايا. مازال قبل. La transformation du pyruvate en acétyl-CoA. La transformation du pyruvate en acétyl-CoA. شحال 3. وعندي شحال من cycle de Krebs 2. Donc 3 fois 2 est égal à 6. J'étais à 24. 24 plus 6 شحال 30. شحال خصوني 6 à 8. معليش هايا la glycolyse واش تمد لي 2 ATP ou 2 NADH. Excellent. 2 ATP ou 2 NADH. 2 ATP, bravo. 2 ATP ou 2 NADH. S'il vous plaît, on est à 30. Est-ce qu'on est d'accord? 30 طلعنا حتى البيروفات. Est-ce que vous êtes d'accord? نعاود عندي 2 cycles de Krebs. Chaque cycle de Krebs انا حسبنا فيه 12. S'il vous plaît. Chaque cycle de Krebs fait 12 ATP. Chaque cycle de Krebs fait 12 ATP. Donc 12 plus 12 est égal à 24.
Cycle de Krebs ninja. Déjà à partir de l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA du tout le pyruvate. La transformation du pyruvate en acétyl-CoA donne 3 ATP. Parce qu'elle donne un NADH. Haya, s'il vous plaît. La transformation, le NADH, la transformation du pyruvate en acétyl-CoA. Est-ce qu'elle subit le système navette? Non, elle ne subit pas le système navette. Pourquoi? Parce qu'elle est réalisée à l'intérieur de la mitochondrie. Donc, le pyruvate, quand il se transforme en acétyl-CoA, quand je transforme ce pyruvate, la flèche quand je transforme le pyruvate en acétyl-CoA, elle ne me donne que 3. Maintenant, elle me donne 3 ou 2. Parce que c'est du NADH qui est à l'intérieur de la mitochondrie. Mais où est le NADH? D'accord? Donc, c'est 3. Le régulière là, 3. 3 fois 2 est égal à 6. 6 plus 24 30. Donc la glycolyse, le cycle de Krebs, la décarboxylation oxydative du pyruvate, ça donne de l'étron. Ce sont 8 ATP. Ce sont 8 ATP. Où je parle maintenant avec le pyruvate. Le pyruvate, on va toute la glycolyse. Où je nous dis, الرابطة بين le glucose ou le pyruvate. C'est la glycolyse, c'est les directions de la glycolyse. Quel est le bilan de la glycolyse? La glycolyse me donne 2 ATP. 2 ATP, mais ça 2 ATP pour toute la glycolyse. Qui نحسب les 2 pyruvates. Puisqu'il y a une درجة في الحقيقة وتكونسومي زوج نحسب كامل les étapes les étapes. Donc نحسب 2 ATP في la glycolyse. 2 ATP في la glycolyse. 2 ATP في la glycolyse. هاي نزيدهم دوكا. 30 plus 2 est égal à 32. On a 6 ATP. Soit ce sera 36, soit ce sera 38. Ça fait là. La glycolyse, elle me donne combien de NADH? 2 NADH. Donc, les 2 NADH, chacun 2 correspond à 3 ATP. 100 fois 2 est égal à 6. 6 plus 32 est égal à 38. Supposons que les 2 NADH vont subir le système malade aspartate. Chaque NADH va donner un NADH dans la mitochondrie. Et j'aurai 38 ATP. Supposons qu'ils vont subir le système navette glycérol-3-phosphate, chacun d'eux, puisque les deux vont subir, les deux vont subir le système glycérol-3-phosphate, chacun d'eux va donner un FATH. Donc on dit normalement 6 ATP dans la mitochondrie, qui dans la mitochondrie, il y a 4 ATP. 32 plus 4 est égal à 36. La BH est de 36 à 38 molécules d'ATP. Est-ce que vous êtes d'accord? Je connais le bilan. La glycolyse me donne 2 NADH plus 2 ATP. Les 2 NADH, chacun d'eux peut donner soit 6 ATP si ils suivent le système malade aspartate, soit 4 ATP si ils suivent le système glycérol 3-phosphate. Donc c'est soit 6, soit 4. On a 2 ATP. Donc on oublie, on a 6. 6 plus 2 est égal à 8. D'accord? La décarboxylation oxydative du pyruvate en acétyl-CoA me donne 2 NADH. 2 NADH. Donc 2 fois 3 est égal à 6. Le cycle de Krebs me donne pour chaque acétyl-CoA 12 ATP. 12 fois 2, 24. 24 plus 6, 30. 30 plus 2 molécules par la glycolyse, c'est 32. 32 plus 6, les 2 NADH est égal à 38. C'est égal à 38 et c'est pour cela qu'une molécule de glucose donne 38 molécules d'ATP. La question? Après la glycolyse. Après les NADH+, c'est la glycolyse barque. Parce que c'est le seul NADH produit au niveau cytosolique. Et le système navette est censé transporter le NADH cytosolique vers la matrice mitochondriale. Très bien. Très bien, très bien. Bravo, vous êtes excellent. On avance. Quelle est la réponse fausse? Quelle est la réponse fausse, s'il vous plaît? Ouais. Le produit catalytique de la PFK1. On se concentre. Le produit catalytique de la PFK1 est un activateur de la pyruvate kinase. C'est quoi la pyruvate kinase? Excellent, bravo. Le divin.
Le fructose 1,6 diphosphate, mais diphosphate, biphosphate c'est mieux. Le fructose 1,6 biphosphate est un intermédiaire de la glycolyse. ما تخافوش c'est des QCM, c'est des lettres. d'accord. حروف مرتبطة ببعضها لإعطاء كلمات تفي بمعنى يفيدكم. لا داعي للخوف من ال QCM. Le glucagon a une tendance à activer la glycolyse. L'insuline est une hormone hypoglycémique. Malcolm. Allez, s'il vous plaît. C'est clair que c'est la troisième qui est fausse. On doit expliquer pourquoi. S'il vous plaît, le produit catalytique de la PFK1 est un activateur de la pyruvate kinase. C'est quoi le produit catalytique de la PFK1? C'est le fructose 1,6 biphosphate. C'est le fructose 1,6 biphosphate. Et le fructose 1,6 biphosphate est un activateur de la pyruvate kinase. On a dit que la pyruvate kinase fait partie des 3 enzymes soumises à régulation. Quelles sont les principales enzymes soumises à régulation? C'est la réaction numéro 1, numéro 3 et numéro 10. La réaction numéro 1, c'est celle exercée par la glucokinase ou bien l'isokinase. La réaction numéro 3, c'est celle exercée par la PFK1. Et la réaction numéro 10, c'est la réaction exercée par la pyruvate kinase. La pyruvate kinase est une enzyme censée transformer le phosphoénol pyruvate en pyruvate. Cette enzyme est soumise à régulation. Quand elle complique, je vous prends les produits. Vous prenez la voie TACOM. Alors, la glycolyse, cycle de Krebs, d'accord? Vous prenez la boîte à où vous situez la molécule. Est-ce qu'elle est située avant cette réaction ou là après? Si elle est située après, elle va l'éliminer. Si elle est située avant, elle va l'activer. Ce n'est pas toujours juste. Donc, je suis en biologie. Donc, quand le rétrocontrôle, je peux le rétrocontrôle peut être négatif comme il peut être positif. Il y a ce qu'on appelle un rétrocontrôle positif, mais ça, ce n'est pas très général. Le principe le plus général, c'est le rétrocontrôle négatif. D'accord? Quand une molécule augmente sa quantité, quand une molécule augmente sa quantité, elle inhibe l'enzyme qui l'a synthétisée. D'accord? À part des exceptions que vous allez découvrir dans les différents molécules. Et là, le fructose 1,6 biphosphate, il est situé avant la pyruvate kinase ou là après? Avant, donc il va stimuler ou inhiber? Il va stimuler la glycolyse. Il va stimuler la glycolyse et donc il va stimuler la pyruvate kinase. 2. Le fructose 1,6 biphosphate est un intermédiaire de la glycolyse. Heureusement, il y a un marquage. C'est moche, c'est pas grave, rien n'est grave dans la vie. D'accord? Rien n'est grave. Et donc le mot c'est grave, ou khlas, ou d'accord? Évitez les règles. D'accord? Très bien. C'est moche. Tout ce qui est moche peut devenir joli. Le glucagon a une tendance à activer la glycolyse. S'il vous plaît, c'est faux. Le glucagon est une hormone hyperglycémiante. Le glucagon est une hormone hyperglycémiante. Le glucagon tend à augmenter la quantité de glucose. Mais la glycolyse, elle va diminuer la quantité de glucose dans le sang, puisqu'elle va consommer le glucose à l'intérieur de la cellule. C'est l'insuline qui stimule la glycolyse. C'est l'insuline qui stimule la glycolyse. Le glucagon inhibe la glycolyse. Très bien. L'insuline est une hormone hypoglycémiante. C'est juste l'insuline diminue la glycémie. Et donc, c'est une hormone hypoglycémiante et elle va stimuler la glycolyse. Très bien. Lesquelles de ces molécules sont des activateurs de la pyruvate kinase? L'alanine. Est-ce que l'alanine active ou inhibe la glycolyse? S'il vous plaît, l'alanine, on l'a vu où? L'alanine, on l'a vu dans la néoglucogenèse. Parce qu'elle pouvait se transformer en pyruvate, la néoglucogenèse.
glucogenèse. Est-ce qu'elle va stimuler la glycolyse? Non. Fructose 1,6-biphosphate. Insuline. Glucagon. Le cycle de Cori. Le cycle de Cori. Le lactate est transformé en glucose au niveau hépatique à travers la réaction qui s'appelle néoglucogenèse. Sa localisation est purement musculaire. Elle est purement quoi? Hépatique. C'est faux. Elle est purement rien. C'est un cycle qui se déroule entre le muscle et le foie. D'accord? C'est un cycle. Très bien. Actif en période d'activité musculaire intense. C'est juste. Transforme le glucose en pyruvate par l'intermédiaire de la LDH. C'est? Est-ce que c'est juste la quatrième? C'est juste. La LDH transforme le glucose en pyruvate. La transformation là, s'il vous plaît, on se concentre. La transformation du glucose en pyruvate, c'est quoi? C'est la glycolyse. Oui, moi je suis dans la glycérogène. Elle transforme le pyruvate en lactate. La lactocdéshydrogénase est l'enzyme de la synthèse de l'acide lactique. Elle transforme le pyruvate en lactate. Le glucose, le pyruvate. La glycolyse, c'est des réactions. Mais chez la LDH. D'accord? Donc c'est faux. Très bien, voilà, comme on vient de dire. À propos de la PFK2, s'il vous plaît, déjà, l'énoncé, pourquoi on a écrit PFK2, FDP2? Parce que, bravo, c'est un complexe multi-enzymatique constitué de deux enzymes situées dans la même chaîne protéique et qui ont des actions contraires. La PFK2, la phosphofructokinase 2, qui est responsable de la transformation du fructose 6-phosphate en fructose 2,6-biphosphate. Et la deuxième, FDP2, c'est la fructose bisphosphatase. C'est la fructose 2,6-biphosphatase. Elle va réaliser une déphosphorylation. C'est une phosphatase. Très bien. À propos de ce complexe enzymatique, le glucagon augmente la production de fructose 2,6-biphosphate. Très bien, c'est faux. On va expliquer pourquoi. Le fructose 2,6-biphosphate est un inhibiteur de la glycolyse. C'est aussi faux. Le glucagon diminue la production de fructose 2,6-biphosphate. L'insuline augmente la production de fructose diphosphate. Bravo. Vous avez répondu juste à ce QCM. Le glucagon augmente la production de fructose 2,6-biphosphate, c'est faux. Le fructose... Bon, avant d'expliquer le QCM, on va faire un petit récapitulatif. S'il vous plaît, j'ai la voie de la glycolyse. Faire la glycolyse, c'est mieux. J'ai la voie de la glycolyse. La troisième réaction de la glycolyse, c'est quoi? La troisième réaction de la glycolyse, c'est la transformation du fructose 6-phosphate en fructose 1,6-biphosphate. Ça, vous l'avez là. Cette réaction est réalisée par une enzyme qui est appelée PFK1. PFK1. La PFK1 transforme le fructose 6-phosphate en fructose 1,6-biphosphate. L'accumulation du fructose 6-phosphate au niveau cytosolique va activer une enzyme. C'est la PFK2. Le truc comme lors de la dernière séance, qui est la quantité de fructose 2,6-biphosphate. Le fructose 2,6-biphosphate, il va activer la PFK1. Et comme puisque j'existe, maintenant vous ne travaillez pas assez, donc il va la stimuler. Puisque le fructose 2,6-biphosphate stimule la PFK1, puisque le fructose 2,6-biphosphate stimule la PFK1. Maintenant, il est en train de stimuler la glycolyse. Le fructose 2,6-biphosphate stimule la glycolyse. Les sucres de la glycolyse, elle a stimulé. Le glucagon de la glycolyse est inhibe. Donc tout ça va être plus facile. Allez, on relit ensemble.
le glucagon augmente la production de fructose de 6-biphosphate. Non, le fructose de 6-biphosphate, il stimule la glycolyse. Le glucagon, il inhibe la glycolyse. Donc c'est faux. Celui qui inhibe la glycolyse ne peut pas augmenter la quantité de celui qui stimule la glycolyse. D'accord? Je veux inhiber la glycolyse, donc il stimule l'activera. Non, donc c'est faux. Très bien. Deuxième proposition, le fructose 2,6-biphosphate est un inhibiteur de la glycolyse, c'est faux. C'est un activateur de la glycolyse. L'augmentation du fructose 2,6-biphosphate va activer la PFK1 et donc elle va activer la glycolyse. Troisième proposition, le glucagon diminue la production de fructose 2,6-biphosphate. C'est très juste, puisque le glucagon va inhiber la glycolyse, il va inhiber la PFK2, il va inhiber la synthèse de fructose 2,6-biphosphate pour justement inhiber la glycolyse. Pour inhiber la glycolyse. Quatrième proposition, l'insuline augmente la production de fructose 2,6-biphosphate. C'est très juste, puisque l'insuline va stimuler la glycolyse, donc elle va augmenter la quantité de fructose de 6-biphosphate qui va stimuler la PFK1 et donc la glycolyse sera stimulée. Et donc la glycolyse sera stimulée. Bravo, vous êtes excellent. Voici le fameux schéma, on l'a expliqué. On l'a expliqué la dernière fois. Vous essayez de revoir la vidéo. D'accord? Vous essayez de revoir la vidéo qui est une vidéo fait une demi-heure pour 40 minutes, faire la PFK1, comment elle est stimulée. Pour ne pas perdre beaucoup de temps, vous allez voir la vidéo pour ceux qui ne sont pas venus la dernière fois. Juste pour comprendre comment ce même complexe enzymatique, cette même protéine qui porte deux enzymes contraires, peut agir soit en tant que PFK2 pour augmenter la quantité de fructose de 6-biphosphate, pour activer la PFK1, pour activer la glycolyse, ou bien c'est la forme déphosphorylée, ou bien la forme phosphorylée, où il y a activation de la fructose de 6-biphosphatase pour qu'il y ait une diminution de la quantité du fructose de 6-biphosphate, pour qu'il y ait une diminution de l'activation de la PFK1, pour qu'il y ait une inhibition de la glycolyse. L'effet de la déphosphorylation se fait grâce à l'insuline et l'effet de la phosphorylation se fait sous l'action du glucagon. Et c'est comme cela que le glucagon va inhiber la glycolyse alors que l'insuline va stimuler la glycolyse. Les phosphorylations, déphosphorylation, vous essayez de voir la vidéo. On avance. Un autre QCM, allez, on a presque terminé. Laquelle parmi ces molécules n'est pas un inhibiteur de la PFK1? Une seule molécule n'est pas inhibitrice de la PFK1. l'ATP, où est-ce qu'il y a la PFK1? Où est-ce qu'il y a l'ATP? Il y a mort. Il y a flash respiratoire mitochondrial. Donc elle va l'inhiber. Le citrate. Oui, il y a le citrate. Le citrate. Donc il va inhiber. À propos de la glycogénolyse, c'est quoi la glycogénolyse? C'est la dégradation du glycogène. Elle permet de libérer du glucose. Par hydrolyse du polymère de un glycogène. Je crois que c'est une faute de frappe. Polymère de glucose. Je crois que c'est juste. Un polymère de glycogène, je vais corriger. Polymère de glycogène, d'accord? Elle peut être juste, parce que le glycogène est un polymère de glucose, formé à partir de plusieurs molécules de glucose. Allez, permet de libérer parfois du fructose. Vrai? D'accord. 2. Un vrai, 2. Elle permet de libérer du fructose. Vos polysaccharides, ça. C'est une voie exclusivement hépatique. Oui, le karaténite. Le la glycogénolyse, elle est hépatique et musculaire. Très bien. La glycogénolyse hépatique et musculaire participe normalement ENT au maintien le nom, puis le verbe, santé. On maintient de la glycémie.
هذه هي أعرق بروبوزيسيون في البيوشيمي وأقدمها. قديمة هذه البروبوزيسيون بدها تتعاود وتبقى تتعاود إلى الأبد. البوليتيك أنا أفهم D'accord. Hi. Répondez-le rien à l'intérieur. Fausse. Très bien. احنا نشوف في l'examen تاعي كيكون دوزيام عام. كيكون دوزيام بيوشيمي دوزيام اني برومي تريمستر طاحتنا هاد لا كيسيون. دوزت l'examen في الريفيكتوار. Donc voilà, la proposition juste est la proposition 1. La proposition 1. S'il vous plaît, elle permet de libérer du glucose par hydrolyse d'un polymère de glucose. Le glycogène étant un polymère de molécules de glucose, elle est juste. 2. Permet de libérer parfois du fructose. C'est faux. Le glycogène ne contient pas de fructose. C'est faux. 3. C'est une voie exclusivement hépatique. C'est faux. La glycogénolyse est réalisée au niveau du foie et au niveau du muscle. Dernièrement, la glycogénolyse hépatique et musculaire participe au maintien de la glycémie. C'est faux. Seule la glycogénolyse hépatique peut changer la glycémie. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, s'il vous plaît, parce que le muscle ne contient pas l'enzyme glucose 6-phosphatase. D'accord? Le muscle, c'est très important. Le muscle ne contient pas l'enzyme glucose 6-phosphatase. Je suis à la glycogénolyse. La glycogénolyse, elle donne quoi en fait? Oui, j'essaie de regarder la vidéo. La glycogénolyse, la majorité des molécules de glucose vont être libérées sous forme phosphorylée. La première enzyme qui va agir, c'est la glycogène phosphorylase. Comme la glycogène phosphorylase, elle ne va pas phosphoryler le glycogène, elle va enlever une molécule de glucose et la phosphoryler pour libérer du glucose phosphorylé. L'enzyme, c'est la glycogène phosphorylase. Marqué l'enzyme débranchante, d'accord? Marqué en fait la alpha-1,6-glucosidase. La alpha-1,6-glucosidase, c'est l'enzyme qui va enlever la dernière molécule de glucose. La alpha-1,6-glucosidase, il qu'on a une longue chaîne de glycogène. S'il vous plaît, vous vous concentrez. Supposons qu'on dit une chaîne de glycogène. Ça, c'est une chaîne de glycogène formée à partir de plusieurs molécules de glucose. Et ça, c'est une chaîne ramifiée. D'accord? Très bien. Il faut savoir que la glycogène phosphorylase, elle va venir, elle va agir au niveau de cette... Beaucoup plus rapidement. D'accord? La glycogène phosphorylase, elle va aller au niveau de la terminaison non réductrice, d'accord? Elle va prendre une molécule de glucose, tu de la molécule de glucose, elle prend la molécule de glucose, elle la sépare, puis dès qu'elle la sépare, elle va la phosphoryler. Elle va une molécule, elle va la phosphoryler. D'accord? C'est la glycogène phosphorylase. Dès qu'elle sépare une molécule de glucose, elle va la phosphoryler pour la piéger à l'intérieur de la cellule. Elle décide ce qu'elle va en faire. La glycosyl transférase, il y a 4 résidus qui une molécule de glucose, une molécule de glucose, une molécule de glucose, une molécule de glucose, les 4 dernières molécules de glucose pour la ramification. Quand il n'y a plus que 3 molécules pour la ramification, une autre enzyme, qui est l'enzyme débranchante, ou la glycosyl transférase, elle va prendre ces 3 molécules, elle va les prendre, ou elle va allonger avec eux la chaîne principale. La glycogène phosphorylase et elle continue sa réaction. Une seule molécule de glucose, c'est la molécule liée par une liaison alpha 1,6.
Les enzymes ont une spécificité de substrat et ils ont une spécificité de réaction. La glycogène phosphorylase, elle va dégrader les liaisons alpha 1 4. Et là, il y a la première enzyme de la ramification. C'est une liaison alpha 1 6. Donc la glycogène phosphorylase, elle ne peut pas réaliser cette réaction. Il y a une autre enzyme qui est la glucosidase. La alpha 1 6 c'est glucosidase. Dit la alpha 1 6 glucosidase, elle va détruire cette liaison pour libérer du glucose. السؤال بيتوا قصير والشاهدون مما نقول هو أنه la première enzyme, la glycogène phosphorylase, elle va libérer du glucose phosphorylé. Elle va libérer du glucose phosphorylé. Alors que la glucosidase, elle va libérer du glucose libre, non phosphorylé. السؤال الذي أطرحه على حضراتكم هو ما هو أكبر عدد جزيئات الجلوكوز المحررة؟ Est-ce que c'est des glucoses phosphorylés ou les non phosphorylés? Bien sûr, ce sera des molécules de glucose phosphorylés parce que dans chaque chaîne il y a une آلاف مؤلفة. Alors que la glucosidase ne va libérer du glucose libre que lorsqu'il y a ramification. Une seule par ramification. On est d'accord? Donc la principale partie des molécules de glucose, c'est du glucose phosphorylé. Donc le glucose phosphorylé, il doit subir l'action d'une enzyme. L'enzyme c'est la glucose 6-phosphatase. La glucose 6-phosphatase. C'est quoi sa fonction? C'est de déphosphoryler le glucose. Quand elle déphosphoryle le glucose devient du glucose libre et il peut sortir de la cellule. Le glucose phosphorylé ne peut pas sortir de la cellule. Attention, le glucose phosphorylé ne peut pas sortir de la cellule parce que justement les glucides sont spécifiques au glucose libre. Très bien, très bien. Le muscle, la cellule musculaire ne possède pas la glucose 6-phosphatase. Donc la glycogénolyse, c'est le muscle du glucose 6-phosphate. La glycogénolyse du muscle s'arrête au niveau du glucose 6-phosphate. Mais le glucose 6-phosphate, je vais bravo. Elle va l'envoyer directement vers la glycolyse pour avoir de l'énergie. Elle va directement l'envoyer vers la glycolyse pour avoir de l'énergie. Alors que le foie, il poursuit la glycogénolyse, c'est un organe noble. Nabil, il réfléchit, il pense aux autres organes de l'organisme. Donc il va continuer la glycolyse, transformer le glucose 6-phosphate en glucose libre et libérer ce glucose. Seul le foie intervient dans la régulation de la glycémie. Qui change la régulation de la glycémie? Un traquet comme la glycémie n'a pas est-ce que le muscle يقدر يطلع la glycémie? ما يقدرش لأنه ما يقدرش يحرر المولكيول الجلوكوز. Alors que le foie, si. Et donc le foie intervient dans la régulation de la glycémie. Très bien. On avance. En période postprandiale, la sécrétion d'insuline, هذه فيها شويه سيتو شويه بلوشي. هذه كم تحلكم هذه لا كيسيون تحلكم بلوتو في سيتو. درتو بيرميابيليتي؟ ما درتوهاش نتوما، ما قدرتوها. يا هم خلاص عليكم لازم تعرفوها. هذا ما فيه معليش s'il vous plaît, en période postprandiale, la sécrétion d'insuline au niveau du foie va favoriser les voies de dégradation du glucose et la synthèse du GLUT2. La sécrétion d'insuline au niveau du foie va favoriser les voies de dégradation du glucose et la synthèse du GLUT4. La sécrétion d'insuline au niveau du muscle va favoriser la dégradation et la synthèse du GLUT2. La sécrétion d'insuline au niveau du muscle va favoriser les voies de dégradation et la synthèse du GLUT4. Et la 5 نسيتها. Normalement on veut espace 5, aucune de ces réponses n'est juste. C'est la 4. Hein. La sécrétion d'insuline, s'il vous plaît. Naya, je veux que vous reteniez deux informations. Le GLUT,
situé au niveau du foie pour la libération de le glucose. C'est un GLUT2. C'est un GLUT2. Les GLUT2 sont non insulinodépendants. Leur expression est constitutive. Elle ne dépend pas de l'insuline. Les GLUT2 ne sont pas insulinodépendants. Quand il y a un seul type de GLUT qui est insulinodépendant. Je m'appelle insulinodépendant. La sécrétion de l'insuline stimule l'expression de la GLUT. Ce sont les GLUT4. Seuls les GLUT4 sont insulinodépendants. Ou les GLUT4 ne travaillent au niveau des cellules insulinodépendantes, principalement les cellules musculaires ou les cellules adipeuses. Cellules musculaires ou les cellules adipeuses. Nous déclenchons le glucose après stimulation par l'insuline. D'accord? Donc vous voyez que l'insuline stimule l'expression de la GLUT4. واللي GLUT4 واش يديروا يدخلوا الجلوكوز داخل les cellules. على بالها l'insuline c'est une hormone initiale. هكا تهبط السكر. C'est aussi une hormone de mise en réserve. L'insuline stimule la glycogénogenèse. صح ولا لا؟ Elle stimule la glycogénèse. على بالها les personnes qui utilisent l'insuline مقاومة oui. Il y a une augmentation du tissu adipeux des personnes qui prennent des sécrétions, qui prennent des injections d'insuline. Ils ont l'insuline résistance. L'insuline résistance est un phénomène endocrinologique assez complexe. Vous allez le découvrir en biochimie, en endocrinologie, en 5e année. Vous là qui trouvez des résidents en diabète. Oui, Inch'Allah. ولا تقول إنني شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء. Très bien. Donc les GLUT2 ne sont pas insulinodépendants. Allez, la première information. La deuxième information, c'est que les GLUT2 ne cachent le muscle. Le muscle contient surtout des GLUT4. Donc, les propositions, ils sont la première, la sécrétion d'insuline au niveau du foie va favoriser la dégradation du glucose. Déjà, voie de dégradation, c'est la glycogénolyse. L'insuline ne stimule pas la glycogénolyse. Alors, elle est fausse. Ensuite, on vous dit qu'elle stimule la GLUT2. C'est faux. Le GLUT2 n'est pas insulinodépendant. Donc, la une, elle est fausse. La 2, la sécrétion d'insuline au niveau du foie va favoriser les voies de dégradation. C'est faux. Et la synthèse du GLUT4, c'est faux. Le GLUT4 n'est pas exprimé par la cellule hépatique. Donc, sauf. La troisième, sécrétion d'insuline au niveau du muscle va favoriser les voies de dégradation. C'est faux. Et de synthèse du GLUT2. Le GLUT2 cache le muscle, donc c'est faux. Quatrièmement, la sécrétion d'insuline au niveau du muscle va favoriser les voies de dégradation du glucose. On est en train de parler de la glycolyse. Je les avais considérées comme fausses parce que je vais parler du glycogène. C'est faux. Attention. Là, il y a la première phase. La sécrétion d'insuline au niveau du foie va favoriser les voies de dégradation. C'est la première partie. C'est juste, parce qu'ils sont en train de parler de la glycolyse. La glycolyse, elle est stimulée par l'insuline. Donc le problème, il se pose surtout au niveau des GLUT. La première proposition est fausse, parce qu'il y a cache des GLUT2 qui sont stimulés par l'insuline. La deuxième proposition est fausse, parce que la cache des GLUT4 le foie. La troisième proposition est fausse, parce que la cache des GLUT2 le muscle. Ou la quatrième proposition est juste, parce que justement le muscle contient les GLUT4, ou les GLUT4 sont stimulés par l'insuline. Les GLUT4 sont stimulés par l'insuline, et on termine notre séance de biochimie ici.